Le pouvoir d'achat demeure, avec le chômage, en tête des préoccupations des Français. Et pourtant, alors qu'en 2007, la question du pouvoir d'achat était au cœur de la campagne électorale, le thème est aujourd'hui très peu présent dans les débats. Sans doute parce que les promesses en la matière seraient bien difficiles à tenir, alors que les candidats qui sont en position d'être élus ont mis l'assainissement des finances publiques au premier rang de leurs priorités. Pour essayer d'y voir plus clair, examinons quels sont les leviers par lesquels un gouvernement est susceptible de favoriser la croissance du pouvoir d'achat. Je rappelle que la croissance du pouvoir d'achat peut s'exprimer comme un rapport avec au numérateur la croissance du revenu et au dénominateur la croissance des prix à la consommation. Attachons-nous successivement aux deux termes du rapport. Donc d'abord, la croissance du revenu disponible des ménages. Le revenu disponible des ménages, c'est une sorte de millefeuille dont la première couche, sans doute la plus importante, est composée de revenus d'activité, en grande partie des salaires. À ça s'ajoutent les revenus du patrimoine, dont on ne parlera pas ici, puis les revenus de transfert, qui sont le solde entre ce qui est versé sous forme d'impôts et de prélèvements sociaux, et puis ce qui est reçu sous forme de prestations sociales. Sur le plan des revenus d'activité, les salaires en particulier, dans une économie de marché, l'État n'a pas de prise directe sur les salaires qui sont versés par les entreprises privées. On peut avoir un effet partiel sur les rémunérations à travers les hausses du SMIC qui sont décidées par le gouvernement. Mais eu égard au déficit de notre commerce extérieur et au manque de compétitivité de notre économie, eu égard également à la situation sur le marché du travail, on imagine mal que le gouvernement, quel qu'il soit, donne un coup de pouce généreux au SMIC dans les mois ou les années qui vont venir. L'État est également employeur, donc il pourrait se montrer généreux à l'égard de ses fonctionnaires. Mais la priorité qui a été mise sur la réduction des déficits fait que déjà depuis 2 ans, le gel d'indice des salaires des fonctionnaires est bloqué. Et de nouveau, les priorités en matière d'assainissement des finances publiques pour les années à venir ne laissent rien espérer de bon pour les fonctionnaires dans les années qui viennent. Passons aux revenus de transfert, prélèvements et prestations sociales. Une fois de plus, la priorité qui a été donnée à la réduction des déficits et à la réduction de la dette publique fera, on le sait, que nous allons avoir à la fois augmentation des impôts et des prélèvements et diminution des prestations au minimum par défaut d'indexation. Ce qui distingue la droite de la gauche ici, c'est plus une question de modalité que de principe. Voilà donc pour le numérateur. Pas grand-chose d'optimiste à dire. Passons au dénominateur, donc la dynamique des prix. De nouveau, dans une économie de marché, l'État n'a pas la main directement sur le niveau des prix, sauf à réinstaurer un contrôle des prix qui n'est pas d'actualité. Le seul levier à la disposition d'un gouvernement est d'essayer de favoriser la concurrence là où elle serait insuffisante afin de tenter de faire baisser les prix localement sur certains marchés. L'actuel gouvernement a déjà tenté de donner du pouvoir d'achat aux consommateurs en favorisant la concurrence ici ou là. On pense en particulier à la LME, loi de modernisation de l'économie, qui, rappelons-le, comportait un volet qui consistait à donner du pouvoir aux distributeurs pour mieux négocier avec leurs fournisseurs et en même temps instaurer davantage de concurrence sur le marché de la distribution pour s'assurer que les bénéfices obtenus par les distributeurs soient bien redistribués aux consommateurs. Avec un certain succès, il faut bien le reconnaître. Plus récemment, l'introduction la délivrance d'une 4e licence sur le marché de la téléphonie mobile visait le même résultat, et là aussi avec un effet plutôt réussi. Peut-être ici ou là, y a-t-il encore des marchés sur lesquels on pourrait mettre plus de concurrence, mais il paraît difficile d'imaginer que cette voie-là permettrait de donner un pouvoir d'achat significatif aux ménages français, sauf à être en mesure de peser sur les prix du logement. Mais là, le problème est d'une nature différente, plus structurelle, et aucun gouvernement n'a encore trouvé une manière rapide de régler ce problème. Voilà, pour finir d'assombrir le diagnostic concernant les prix, rappelons que les perspectives en matière d'inflation ne sont guère favorables. L'inflation qui reste faible redémarre notamment sous la poussée du prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Voilà, donc que l'on prenne le problème par le numérateur, les revenus, ou par les dénominateurs, le prix, on est face au constat de l'impuissance de l'État face à la question du pouvoir d'achat. Et parce que le pouvoir d'achat ne pourra repartir à la hausse que lorsque la France aura renoué avec la croissance. Pourtant, une autre voie n'a pas été encore explorée qui permettrait peut-être d'améliorer le niveau de vie des Français alors même que la croissance du pouvoir d'achat serait en panne. Il s'agit de viser l'augmentation du pouvoir de consommation à pouvoir d'achat donné. Autrement dit, aider les Français à consommer mieux, à augmenter la productivité de leurs dépenses, à faire en sorte que chaque euro dépensé apporte le maximum de bénéfices ou d'effets utiles. Cette idée générale peut se décliner de multiples manières, mais je voudrais évoquer ici rapidement 3 pistes. La première consiste à améliorer
l'information que l'on met à la disposition des consommateurs pour les aider à mieux consommer et à faire les bons choix. Information sur les caractéristiques pertinentes des produits, sur la nature des effets utiles qui seront tirés de leur consommation, afin de permettre à chacun de repérer les produits les plus adaptés à ses besoins. Information également sur le coût complet des produits, pas seulement le prix, mais également tous les coûts annexes. Les produits les moins chers ne sont pas nécessairement les moins coûteux lorsque l'on prend en considération la durée de vie des produits, le prix des consommables et des produits complémentaires, les consommations d'énergie, etc. Déjà, de gros progrès ont été récemment réalisés en matière d'information des consommateurs, notamment avec l'affichage environnemental associé au Grenelle de l'environnement, mais aussi avec le développement des avis de consommateurs sur Internet. Mais beaucoup reste à faire encore, notamment en impliquant davantage les associations de consommateurs. Une deuxième piste consiste à favoriser la consommation de produits de qualité, car la non-qualité finit souvent par se révéler coûteuse, et en tout cas elle est toujours source de déception pour les consommateurs. On peut jouer cette voie, cette piste, en objectivant la qualité, pour faire en sorte que les consommateurs puissent avoir l'assurance que payer plus cher trouve bien sa contrepartie dans une qualité supérieure, ce qui n'est pas toujours facile à déceler. Une autre voie est d'augmenter la durée légale de garantie pour les biens durables, ou bien de renforcer les obligations auxquelles on soumet les prestataires de services, en termes de qualité de service. La troisième piste, plus novatrice peut-être, est d'encourager des formes de consommation alternatives qui privilégient la mutualisation à l'équipement individuel, l'usage à l'acquisition. Pensons à tous ces équipements dont nous disposons et que nous n'utilisons qu'à temps très partiel. Une étude récemment a montré que les voitures roulaient en moyenne 5% du temps utile. Pensez à ces perceuses que nous avons tous chez nous et que nous utilisons au mieux 1 ou 2 fois par an. L'idée générale est d'étendre les formules de type Vélib ou Autolib, où en fait on paye à l'usage sans avoir à supporter le coût d'acquisition, le coût de stockage, l'entretien. Cette formule pourrait facilement être étendue à des univers de consommation tels que le bricolage, les articles de sport, les jouets, voire pourquoi pas les vêtements. Et puis les formes seraient multiples. On pense bien sûr à la location, mais pourquoi pas aussi aux achats groupés à l'échelle d'une résidence ou d'un quartier, des prêts entre particuliers ou la création, la diffusion de bricothèques, de ludothèques, etc. Voilà. En pratiquant, en travaillant ces voies, on n'aura pas seulement tenté de répondre aux craintes des Français relatives à la dégradation de leur niveau de vie. On aura aussi amorcé une transition vers un modèle de consommation qui gaspille moins, qui est plus qualitatif que quantitatif et qui donc est vertueux sur le plan environnemental. On aura peut-être aussi favorisé l'engagement des entreprises françaises dans de nouveaux modèles économiques d'avenir et ainsi contribuer à restaurer, mais sur des bases nouvelles, la compétitivité de l'économie nationale. Ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir, sérieusement.